Bien, merci beaucoup Albert Claude pour cette présentation. Et puis, je voudrais remercier l'Académie nationale de chirurgie de nous avoir confié ce travail de réfléchir sur l'avenir des écoles de chirurgie. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est une proposition, un projet qu'on a établi avec un groupe de travail. Et vous avez les noms sous les yeux, là, en particulier Robert Cayenzo, David Fuchs, Astrid Herrero, Jacques Hubert, Gérard Mauvent, Jean-Pierre Richet, Pierre Hugroche, Hervé Tomaso. Et je dois dire que c'était un grand plaisir de travailler dans ce groupe parce qu'il y a eu une simulation, une stimulation, une entente qui était extrêmement agréable. Et c'est toujours, travailler en groupe, c'est toujours formidable quand ça marche bien. C'est-à-dire, je remercie tous les participants pour ce travail. Alors, la première chose, c'est qu'on m'a dit, est-ce qu'il faut vraiment appeler ça école de chirurgie ou pas plutôt école opératoire? Et là, c'est une ouverture vers les non-chirurgiens et l'interventionnel. Et effectivement, ce mot école opératoire est peut-être plus adapté à l'avenir de la médecine interventionnelle. Alors, voilà, pardon. Donc, quel est l'état actuel des écoles de chirurgie? Il y a en principe, et je crois qu'en réalité, une école de chirurgie par CHU. Alors, j'ai mis mais parce qu'elles sont extrêmement difficiles à tracer à part certaines, parce qu'elles n'ont pas d'existence institutionnelle ou légale, elles n'ont pas de site, et donc on a beau brancher ChatGPT sur école de chirurgie en France, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de réponses. Donc, il y en a, mais on ne les connaît pas très bien. La plupart d'entre elles, et surtout celles qui marchent, ce sont des initiatives locales et beaucoup de débrouillardise. Alors, un membre du groupe me dit, débrouillardise, c'est quand même un peu moche d'employer ce terme, mais je l'ai employé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que les gens se sont vraiment, alors, je vais être impoli, je vais dire, ils se sont démerdés pour réussir à faire quelque chose qui marche, pour trouver de l'argent, pour entretenir ce qui marchait. Donc, il n'y a pas de statut institutionnel et les objectifs de ces écoles sont variables d'une école à l'autre. Il y en a qui sont adaptés à une simple spécialité, d'autres qui sont beaucoup plus larges. Elles ont un équipement qui est en général extrêmement variable, dépourvu ou pas de simulateur, etc. En tous les cas, ces écoles de chirurgie, c'est le terreau pour les futures écoles opératoires. Et donc, le groupe de travail a fait un certain nombre de propositions pour organiser la formation pratique des opérateurs au niveau de ces écoles. L'école, on va encore l'appeler l'école de chirurgie, est le lieu préalable de l'acquisition des compétences techniques en complément de ce que le jeune interne va apprendre au bloc opératoire, qui est essentiel. Et donc, cette acquisition de compétences techniques est importante pour l'apprentissage des gestes élémentaires, pour la formation des étudiants en DES de chirurgie, pour la formation des spécialistes interventionnels, on passe au niveau école opératoire, mais également, et on vient d'en parler, pour le post-internat et pour la recertification, même si elle n'existe pas encore dans les textes. La première chose importante, c'est qu'on donne à ces écoles de chirurgie un statut institutionnel. Alors, il y a, par exemple, les centres de simulation en santé qui ont un statut, les laboratoires d'anatomie qui ont un statut. Ça ne veut pas dire que l'école de chirurgie doit avoir un statut identique, mais il est important qu'elles aient un statut institutionnel, légal, que ce soit un réel objet. Et puis, on verra comment parvenir à cette institutionnalisation des écoles et quel dossier il faudra faire. Les missions de l'école de chirurgie sont, premièrement, d'offrir aux étudiants en DES un réseau permettant la formation technique de chaque spécialité ou des FST chirurgicales, et donc de disposer des équipements et du personnel technique et administratif. Deuxièmement, d'organiser un séminaire de pré-rentrée avec l'apprentissage des gestes que tous les étudiants devraient maîtriser, quelle que soit leur spécialité, hors spécialité. Troisièmement, de contribuer à former les étudiants de DES aux compétences non techniques, les soft skills, c'est quelque chose qui est extrêmement important, les relations. Et quatrièmement, d'habituer les différents acteurs du bloc opératoire à travailler ensemble, et on sait combien ce n'est pas facile d'y arriver. Attention,
L'enseignement disposé à l'école de chirurgie ne se substitue en rien à l'enseignement en situation réelle au bloc opératoire, qui là requiert un compagnonnage encadré. Je dis bien encadré parce que il y a des règles du bon compagnonnage et il faut les respecter. Et alors, on a cité cette phrase pratiquement à chaque session. Euh, il y a toujours une première fois sur le patient, disons-le clairement, mais il faut que cette première fois, elle soit bien faite par un étudiant bien formé. Ces écoles de chirurgie, elles doivent disposer d'un équipement et de fonctionnalités, et pour ça, s'adapter aux maquettes des 12 collèges de la discipline chirurgicale. Elles doivent être coordonnées avec les laboratoires d'anatomie et les centres de simulation en santé. Je crois que tout le monde l'a bien fait remarquer, et c'est particulièrement important, on l'a compris, dans certaines disciplines, dans certaines spécialités. Elles doivent comporter tout ce qui est autour du don du corps jusqu'au système SimLife, disposer de la simulation, plus ou moins développée, de l'accès aux gros animaux. J'ai marqué robot en gras parce que c'est vrai que tout le monde a bien fait remarquer que le robot est un grand facilitateur de l'apprentissage de la pratique chirurgicale, disposer de la réalité augmentée et virtuelle, du petit animal, de la formation au big data et aux algorithmes. Et ce qui est important, c'est que tout le monde n'aura pas accès, toutes les écoles n'auront pas accès à tous ces équipements, toutes ces fonctionnalités, mais il faut qu'il y ait une mutualisation nationale et on va voir comment y arriver tout à l'heure. Je ne sais plus comment supprimer la barre du bas, la barre de tâche. Voilà, merci. Alors, l'organisation des écoles de chirurgie, surtout ne pas supprimer l'existence. On n'arrive pas là en disant on casse tout et on recommence. Surtout pas, parce que les gens sont vraiment, en général, très bien débrouillés pour faire des écoles qui sont fonctionnelles. Cela dit, probablement il faut regrouper au sein d'une gouvernance commune régionale les structures déjà existantes dans les CHU. Il faut dispenser l'enseignement technique plutôt par région, surtout pour les spécialités à gros effectifs. Pour certaines spécialités, pour certaines formations, pour les spécialités à petits effectifs en particulier, il faut envisager un enseignement probablement interrégional, sinon on a deux internes qui se battent en duel dans un laboratoire et on rentabilise pas, on n'optimise pas son matériel. Je pense aussi, par exemple, à la formation sur le prélèvement multi-organes où là, un enseignement national peut suffire. Et il faut en tous les cas une coordination nationale à l'organisation de ces enseignements euh, et des équipes régionales. Alors là, je vous ai fait un petit schéma à gauche pour vous montrer, c'était je crois en 2023, en carré, combien il y a d'internes par région. Si on additionne certaines régions, vous voyez, je prends dans le sud, on arrive à 116 internes par an, 696 internes sur le temps de la formation. C'est pas des chiffres qui sont très très importants. Et puis sur la partie droite de cette diapositive, euh, j'ai fait figurer un exemple d'organisation régionale des écoles de chirurgie. C'est une coordination régionale, disons de la région A, qui va coordonner les écoles des CHU qui comportent cette région, certains CHU disposant de certains équipements et d'autres d'équipements différents. Mais en tous les cas, sur l'ensemble régional, il y aura la majorité des équipements. La coordination nationale, elle permet de discuter avec les différentes coordinations régionales et puis de discuter également avec les spécialités chirurgicales et le CNCEM de façon à bien adapter la pratique qui est réalisée dans les écoles de chirurgie aux maquettes de formation des DES. S'il y a un certain nombre de maîtres mots que je voudrais qu'on comprenne bien, c'est coordination, collaboration, interdisciplinarité, interspécialité, optimisation. Je pense en particulier au parc commun de simulateurs de haut niveau. C'est pas la peine d'en mettre partout. Il faut vraiment qu'ils servent, je dirais, presque 24 heures sur 24, presque 365 jours par an. Il faut vraiment optimiser ces équipements très chers. Alors, arrivons au problème qui nous a beaucoup agité, le financement des écoles de chirurgie. Albert Claude avait suggéré que dans le programme France 2030, on pourrait peut-être trouver l'argent pour mettre à niveau toutes les écoles.
c'est pas impossible. Il faut voir par quelle partie on peut rentrer dans ce programme France 2030. Et il y a pas mal de branches, on doit pouvoir y arriver. Et en tous les cas, il faut piloter ça par coordination nationale et régionale. En ce qui concerne l'équipement et leur maintenance des personnels techniques et administratifs, donc tout ce qui permet à une école de chirurgie de fonctionner, eh bien, il va falloir faire appel je pense, beaucoup de choses, à plusieurs ministères, à la région, aux agences, aux universités, à l'intérieur des universités au CHU. Et là, remets le problème des industriels impliqués. On a longuement discuté de de ce problème. Et je crois qu'il va falloir officialiser à un moment et obtenir de l'État que l'on puisse utiliser l'argent des industriels pour équiper et faire fonctionner ces écoles de chirurgie. J'ai inclus les mutuelles, les assurances qui ont beaucoup d'intérêt. On a évoqué tout à l'heure les startups et comme celle qu'on a vu présenter des très jolis modèles de simulation 3D. Et il faut bien se dire que les startups, elles ont besoin d'argent et elles vont plutôt venir en compétition vis-à-vis de nous, en particulier pour prendre de l'argent de la formation continue. Et attention, parce que ces startups, tout l'intérêt qu'elles ont, c'est la formation continue, parce que ça leur permet de recueillir de l'argent. Alors, est-ce qu'il faut créer un fonds dédié? Quelle forme faut-il lui donner? Je crois que c'est une piste de réflexion qui est importante. On ne l'a pas encore résolue, mais je crois qu'il faut se mettre un petit groupe là-dessus pour réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire en pratique pour arriver à ce financement. Les formateurs, on vient d'avoir aussi pas mal de discussions sur ce point. Ils doivent être sélectionnés par les spécialités, validés par les collèges de spécialité et les enseignants universitaires, pour une durée limitée, éventuellement renouvelable s'ils sont bons. Ce recrutement de formateurs, il doit être conçu au niveau principalement régional, éventuellement national pour certains. Et surtout, je crois qu'il faut essayer de valoriser ces gens qui vont consacrer leur temps à la formation à la pratique chirurgicale. Alors, il y a eu des tentatives par le CIGAPS, par le CIAPS. On m'a dit que ça marchait pas très bien, mais on ne peut pas ignorer ce problème. C'est-à-dire que on peut écrire un article pour Nature, ça vous donne beaucoup d'avantages quand vous voulez avancer dans votre carrière. Mais si on a consacré 3 ans à la formation pratique des chirurgiens dans les écoles opératoires, eh bien, c'est aussi important qu'un très bon papier dans Nature. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à faire fonctionner ce système de rétribution et de reconnaissance des formateurs des écoles de chirurgie. Il faut qu'ils aient, on l'a dit, on va parvenir là-dessus, une formation en simulation et la SOFRASIM joue un rôle très important. Et puis, il y a une idée qui est importante, je crois que c'est Hervé qui la soutient beaucoup, c'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que il faut pas que ce soit uniquement peut-être des chirurgiens, mais il faut avoir des enseignants issus de filières paramédicales, même non médicales, technologiques. Moi, je vois, quand on a écouté la personne d'Avatar hier, on voit, on imagine qu'elle serait une excellente enseignante dans une école de chirurgie et on a envie de lui demander, voilà. Donc, vraiment, cette subsidiarité est importante et ça va permettre d'amener un peu plus de monde pour travailler au niveau de ces écoles. L'organisation des enseignements, alors là, on va retrouver l'effet Tetris, hein, c'est certainement très complexe. En tous les cas, ce qu'il faut, c'est l'étaler sur toute l'année pour couvrir l'ensemble des spécialités, optimiser l'utilisation des équipements lourds. Il faut anticiper sur du long terme, parce que quand on fait partir les internes d'un service pour aller à une formation pratique, eh bien, ça retentit sur l'activité des services. Et donc, il faut que dans les blocs opératoires, eh bien, les salles d'opération qui étaient consacrées à la chirurgie digestive puissent être réaffectées pour la journée où les internes digestifs sont en formation, par exemple à l'urologie ou à la chirurgie thoracique. Cette formation, elle est plutôt à la journée, ce qui fait qu'on n'a pas d'hospitalité à prévoir. Il faut qu'elle soit compatible avec les activités de soins, sauf certaines formations nationales et pour les spécialités à petits effectifs, où on peut imaginer des formations de plus longue durée. Et puis, au sein de ces écoles, il faut favoriser les mélanges de générations, c'est-à-dire formation initiale, formation continue, parce que c'est vraiment extrêmement important de pouvoir discuter entre nous.
et favoriser aussi l'interspécialité et l'interdisciplinarité. Et quand je pense à interdisciplinarité, je pense qu'il faut qu'il y ait dans ces formations, dans les écoles opératoires, d'autres personnels du bloc opératoire en particulier, de façon à ce qu'on les retrouve en dehors du stress de la salle d'opération et qu'on puisse réellement travailler avec eux. On a également parlé beaucoup du financement des étudiants. Ça n'est pas résolu. Donc, d'abord, il faut calculer. On a vu hier que ça coûtait à peu près 7 millions par an, si j'ai retenu les chiffres donnés par les conseillers ministériels. 7 millions, on peut dire que c'est beaucoup, mais c'est pas énorme non plus. Hein. C'est pas gigantesque. On a 900, en 2023, il y avait 966 internes en chirurgie. C'est pas énorme. Et donc, ben, il faut savoir comment on répartit ça entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les universités, les CHU, les sociétés savantes qui peuvent recueillir éventuellement de l'argent des industriels, et donc le privé avec ses limites et ses contraintes. Et vraiment, il faut qu'on résolve ce problème de comment on peut mettre de l'argent des grands constructeurs dans la formation pratique des chirurgiens. L'évaluation aussi, on en a beaucoup parlé, elle est obligatoire, elle doit être adaptée au type de formation. Elle est validée par le responsable du centre de simulation de l'apprentissage technique individuel et de l'apprentissage du travail en équipe, avec une formation qui est certificative. Et je pense que le résultat de cette évaluation devrait être pris en compte dans la maquette des DES de chirurgie et des disciplines interventionnelles, de façon à ce qu'on puisse mettre sur le marché des gens qui soient compétents et capables d'opérer. On vient d'en parler, il faut surtout pas que ce soit au dernier moment, c'est-à-dire le 30 octobre pour le 1er novembre, mais vraiment c'est un point important. On a pour l'instant fabriqué des chirurgiens, et on a tous connu ça, des collègues qui étaient des très mauvais chirurgiens, voilà, et qui sont retrouvés quand même sur le marché, il faut bien le dire. Parce qu'ils n'ont jamais été évalués, mais il suffisait de les regarder pour savoir que ça n'irait jamais. Voilà. On a fait 10 propositions à la fin de cette réflexion, et je pense que c'est Albert Claude qui va les présenter, et on espère que ces propositions vont recevoir une bonne écoute au niveau de nos ministères et de l'État. Merci. Merci et bravo pour ce travail extraordinairement important. C'est essentiel pour la candidature à venir.